Avant qu'Hervé s'installe, on avait avec Pierre sollicité Hervé, donc Hervé Le Bissonnet qui est de la société Terrasol, qui est en charge au sein du CFMS, donc d'une commission, d'un groupe de travail sur les pressions de gonflement, les pressions associées au sol gonflant. Donc il va un petit peu faire une synthèse des réflexions qui sont menées au sein de ce groupe, si j'ai bien compris. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un peu l'avancement de ce groupe de travail du CFMS. Voilà. Donc, c'est issu de réflexions là, au sein de la commission technique du CFMS en 2016, un peu dans le cadre des études du Grand Paris, où on s'est rendu compte, en discutant entre nous, entre les différentes ingénieries, qu'il y avait beaucoup que la problématique de la prise en compte du gonflement dans nos ouvrages. Alors, pour le Grand Paris, c'est essentiellement les radiers des gares et les soutènements des gares. On s'apercevait que chacun avait ses méthodes et ça concluait des fois à des méthodes qui étaient très différentes selon les ingénieries. Et donc, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à donner des choses un petit peu plus cohérentes entre nos différentes ingénieries pour qu'il y ait moins de discussions avec les entreprises lorsque commenceront les travaux. Alors, le groupe a commencé, on va dire, un petit peu tard. Hein, on parlait de ce sujet il n'y a que 2 ans, on va dire. Et donc, les travaux ont déjà démarré, donc on rencontre déjà ces problématiques. Mais bon, on va dire qu'on est quand même à un niveau de réflexion qui est maintenant relativement avancé et on commence à avoir des conclusions. On s'est fait certaines idées qui sont maintenant qu'on essaye de faire passer dans la profession pour arriver à des dimensionnements un peu plus optimisés sur ces différentes problématiques. Donc les ouvrages qui étaient concernés par ces problématiques de gonflement, on avait les soutènements verticaux, les radiers des gares ou des stations et des ouvrages annexes, les tunnels, alors les tunnels, soit les radiers, soit l'ensemble du soutènement au revêtement d'un tunnel, en tunnel au tunnelier ou tunnel réalisé en méthode traditionnelle. Et puis également les pieux, bon, c'est un sujet, on ne va pas trop en parler parce que je dirais que le problème est un peu plus, concerne moins le projet Grand Paris en tout cas, et peut-être un petit peu moins imprégnant dans la profession. Alors, on s'est donné quelques restrictions, hein. On était dans l'idée de travailler sur les grands projets d'infrastructure. Donc, pour donner des recommandations vraiment directement applicables dans nos dimensionnements. Et donc, on s'est focalisé sur ces grands ouvrages et on a exclu toutes les problématiques gonflement, retrait-gonflement sous maison individuelle. Il y a déjà eu énormément de recherches sur le sujet, il y a des méthodes qui existent. On n'a pas du tout voulu rentrer dans ce domaine-là. Pour nous, c'était vraiment la problématique des grands ouvrages. On a également écarté la problématique de CIGEO, du calovo oxfordien. Pareil, il y a beaucoup de recherches sur le sujet. On n'est pas dans les mêmes états de contrainte. Pareil pour l'argile de Boom. Donc voilà, on exclut, comme les terrains aussi un petit peu atypiques, type schiste-carton, les gypses, les scories, remblais de scories avec chaud, les anhydrites qui peuvent déclencher des phénomènes chimiques. C'est pareil, ce n'est pas des terrains qu'on rencontre forcément dans nos grands projets actuels, donc on les a exclus. On avait déjà pas mal de choses à faire sur nos ouvrages. Donc la structure de la recommandation, ça a été de travailler d'abord sur essayer de définir notre problème, définition du problème, qu'est-ce que c'est qu'un terrain gonflant, dans quel terrain on peut rencontrer cette problématique-là. Alors on va voir qu'on s'est focalisé sur quelques formations argileuses, pas forcément de manière très exhaustive. Ensuite, deuxième grande partie de notre recommandation, ça concerne la caractérisation des propriétés des terrains gonflants, quels sont les domaines d'application des essais, comment prélever les échantillons, les conserver. On s'est aperçu qu'on avait un très gros problème sur les reconnaissances qui étaient réalisées dans le cadre du Grand Paris, par exemple, où il y avait chaque bureau, chaque laboratoire avait sa propre procédure d'essai. Et donc, on arrivait à des résultats de valeurs de pression de gonflement qui n'étaient pas du tout comparables. Pour la même formation, on avait des choses qui étaient très, très variables. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'essais qui étaient inexploitables du fait
problèmes de conservation. Les essais étaient faits 6 mois, voire plus, après le prélèvement. Donc c'est des choses qu'on s'est dit, il faut absolument qu'on essaye de cadrer un petit peu le sujet. Donc ces deux premiers sujets, il y a un sous-groupe qui a été monté donc, au sein du groupe de travail, mené un peu par Jean-François Serratrice, là, qui a beaucoup travaillé sur les essais de gonflement dans les formations argileuses. Et ensuite, il y a un deuxième groupe de travail qui travaillait en parallèle, plus sur la problématique ouvrage. Donc, pour chaque type d'ouvrage, on a décidé déjà de faire un tour de table, d'essayer de retrouver toutes les pathologies qu'on pouvait avoir pour ces différents problèmes dans ces types d'ouvrages, avoir des retours d'expérience, des méthodes qui avaient pu être, méthodes constructives qui avaient pu être déjà utilisées. Donc on a essayé de proposer des méthodes de calcul qui pouvant être utilisées pour la prise en compte de cette problématique gonflement. Et ensuite, proposer également différentes méthodes constructives. Alors tout ceci est en lien, on s'aperçoit que pour chaque méthode, pour chaque disposition constructive, il y a des méthodes de calcul qui peuvent être différentes, et puis également des essais qui sont plus ou moins directement applicables. Donc on a essayé, après on a rapidement travaillé ensemble pour avoir une démarche commune sur la problématique. Alors, qu'est-ce que c'est que le gonflement des terrains argileux? Alors, ça va peut-être faire un petit peu hurler dans la salle. On essaye, nous, d'avoir une approche assez pragmatique. Donc, on essaye de faire des choses... on essaye de séparer un peu 3 phénomènes qu'on considère qui concernent donc, la problématique gonflement. Le phénomène mécanique qui résulte d'un déchargement, d'une détente élastique lorsqu'on vient excaver, lorsqu'on vient enlever du terrain, on a un déchargement qui se produit même sans apport d'eau. Donc c'est un phénomène qu'on considère qui est plutôt à court terme. Ensuite, on a une problématique hydrique. Donc on va développer un gonflement par modification de l'état hydrique, par imbibition ou humidification, avec un apport d'eau plus ou moins différé. On va considérer que le phénomène est plutôt long terme vu les perméabilités de ces matériaux. Et puis on a un troisième phénomène chimique qu'on a un peu exclu donc, dans le cadre de nos recommandations. Donc ce gonflement mécanique et ou hydrique se traduit par une augmentation de volume. Et lorsqu'on vient bloquer cette augmentation de volume, on déclenche une pression sur notre ouvrage, donc sur notre radier ou sur notre paroi. Les terrains concernés, alors on s'est un peu focalisé, vu qu'on était quand même un peu dans le cadre du Grand Paris Express, on s'est pas mal focalisé sur les formations argileuses du bassin parisien. Là, on a toute la série du bassin parisien. Les formations qui tout de suite ont été repérées comme les formations où il y avait le plus de problèmes, ça a été les argiles plastiques de l'Yprésien sous le calcaire grossier. Ensuite, on avait les argiles vertes, alors plutôt proches de la surface. Les argiles vertes sont très connues pour les problématiques de désordre sur les fondations des pavillons, parce qu'ils sont souvent assez proches de la surface, et souvent on a des fondations, on les a en affleurement, alors que les argiles plastiques, on les a beaucoup plus rarement en affleurement. Ensuite, on a les marnes d'Argenteuil avec moins de problématiques, le potentiel de gonflement sans doute plus faible, et les marnes d'Albitre également. Dans le Nord, on a beaucoup parlé des argiles de Flandre, parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés dans les argiles de Flandre avec certaines pathologies dans ces terrains-là. On a également dans le sud de la France le stampien marseillais, on pourrait parler aussi de la molasse à Toulouse, où il peut y avoir des problématiques de gonflement. Ensuite, donc, on a travaillé sur la caractérisation des propriétés des terrains gonflants. On s'est rendu compte, donc je le disais un petit peu en intro, les problématiques d'essai. Beaucoup d'essais, des méthodologies d'essai, des procédures d'essai qui sont très variables selon les bureaux. On a mis en évidence qu'on avait besoin déjà de caractériser les terrains gonflants d'un point de vue identification. On a besoin d'identification.
C'est plutôt des essais de laboratoire relativement classiques. Hein. Ce qu'on fait, nous, en géotechnique classique, on a des prélèvements, on a des sondages carottés, on va faire des essais en laboratoire relativement classiques. On ne peut pas, à l'échelle de nos projets, lancer des programmes de recherche sur plusieurs années. Donc on est sur les essais relativement classiques, en identification, et ensuite sur le plan mécanique, on est surtout sur des essais basés sur l'emploi, qui se fondent essentiellement sur l'emploi de l'odomètre. Et donc avec des procédures variables, pas forcément beaucoup de normes ou des normes qui ne sont pas directement applicables à ce qu'on veut faire, donc nécessité de cadrer un petit peu ces essais. Sur les données générales communes, donc, on a besoin bien sûr de savoir à quelle formation géologique notre argile appartient. On a besoin d'une connaissance des propriétés physiques, l'argilosité du sol, la sensibilité, son activité. C'est en lien étroit avec la problématique gonflement. Besoin également, on peut faire des choses à notre échelle, des analyses chimiques et physico-chimiques, des teneurs des minéralogies, des teneurs en smectite, des teneurs en carbonate, qui sont bien sûr des révélateurs de la problématique gonflement. Et également, bien sûr, des mesures de caractéristiques d'état, des teneurs en eau, des densités, des degrés de saturation, etc. On a pas mal travaillé, pas mal échangé sur la problématique conservation, prélèvement et conservation. La qualité des mesures, elle dépend énormément. Bon, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est quand même quelque chose sur lequel on a voulu beaucoup insister. Ça dépend des prélèvements, des conditionnements de l'échantillon, de son transport et de sa conservation, et puis de la manière dont c'est ouvert en laboratoire. Donc, tout ceci, on essaye de donner des recommandations. Et bien sûr, on sait que ces matériaux, ils sont sensibles aux apports d'eau, donc pour éviter absolument leur dessèchement et également le déconfinement pour essayer de garder les caractéristiques intactes de ces matériaux. Enfin, on formule quelques recommandations qui devraient être aussi assez évidentes pour tous ces essais, mais on voit que dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Donc sur des prélèvements sur des diamètres relativement importants, au moins 100 mm, des diamètres de blocs de l'ordre de 20 à 30 cm, une protection, un conditionnement dans des films plastiques avec des toiles et un enrobage de paraffine pour essayer vraiment de garder la teneur en eau initiale. Et puis bien sûr, des délais de réalisation de l'essai, ne pas avoir ce qu'on a pu rencontrer assez fréquemment, des délais de plusieurs mois entre le prélèvement et la réalisation de l'essai. Je vais peut-être passer assez vite je vais décrire rapidement là, les 4 types d'essais qu'on a retenus dans cette recommandation, dans la description. Donc on a l'essai par paliers successifs. En essayant donc c'est une procédure qu'on appelle souvent procédure mode opératoire de Hüder-Amberg. Donc Jean-François Serratrice a beaucoup travaillé sur ce type d'essai et propose une adaptation du mode opératoire qu'on trouve dans certains articles. Alors c'est pareil, c'est des procédures qui ne sont pas normées, donc on n'a pas forcément une définition, on n'a pas forcément une procédure très claire du mode opératoire de Hüder-Amberg. Donc on propose dans notre recommandation cette procédure-là, avec des cycles de chargement, un premier cycle de chargement, déchargement, puis rechargement. Ensuite, on vient mettre en inhibition notre éprouvette sous une certaine charge axiale, et on suit le gonflement par palier de déchargement sous inhibition. Ensuite, donc, on a ce graphique-là, donc les premiers cycles de chargement-déchargement. On vient ensuite imbiber notre échantillon et on vient mesurer le déchargement de notre échantillon. Donc à partir de ce type d'essai, on peut avoir une pente du gonflement qu'on appelle K'G et une pression de gonflement au sens de l'essai par paliers successifs, qui est l'intersection entre la première droite de déchargement avant inhibition et la droite de déchargement après inhibition. Donc on trouve facilement cette valeur de pression de gonflement avec donc c'est des paramètres qui vont nous être utiles pour nos méthodes ensuite pour les méthodes de dimensionnement de nos ouvrages.
Je vais passer vite sur les autres essais. Donc on a l'essai en parallèle, qui est normé en France. On a une norme qui présente bien cet essai, avec également des cycles de chargement, premier cycle de chargement, également sur plusieurs éprouvettes, une mise en inhibition sur ces différentes charges, et également on peut mesurer une pente de gonflement à partir des formations enregistrées sous inhibition. Donc on a, avec ce type d'essai, également une pente K'G et une pression de gonflement. Alors, on a des inconvénients sur ce type d'essai, c'est qu'on a besoin de plusieurs éprouvettes et on arrive donc souvent à des dispersions lorsqu'on est dans des terrains un petit peu hétérogènes. Ensuite, on a un essai à volume constant, pas mal utilisé à l'international. Je vais passer vite sur ce type d'essai qu'on ne nous recommande pas forcément pour nos ouvrages, comme l'essai, parce qu'on n'a pas, surtout qu'on a difficilement une mesure de pente de gonflement et qu'on a besoin d'une forte rigidité sur le dispositif de chargement. Et le quatrième essai qui est pareil, qui est le procédure de gonflement libre, qui est pas mal utilisé pour les problématiques sécheresse. Éprouvette qui est mise en inhibition sans charge, et on mesure la déformation axiale en fonction du temps. On considère que cet essai-là n'est pas directement applicable pour nos problématiques. Donc je vais maintenant parler de nos ouvrages d'art, de nos ouvrages qui nous concernent directement. Donc on va commencer par les ouvrages de soutènement. Dans nos gares du Grand Paris, on a des soutènements qui sont assez importants, donc souvent réalisés en parois moulées sur des profondeurs assez importantes. Donc on va intéresser souvent les argiles plastiques sur la ligne 15 sud ou les argiles vertes. Alors on a cette problématique donc comme je le dis, sur la ligne 15 sud, beaucoup dans les argiles plastiques. On a aussi ces problématiques sur l'extension de la ligne 11, plus dans le nord de Paris, où on est plus dans les argiles vertes. Donc ça, c'est un puits d'essai qui avait été réalisé en début de chantier, en début d'études à Arcueil. Donc on a essayé de trouver ce qui existait pour dimensionner les écrans de soutènement avec prise en compte du gonflement. On a quelque chose qui existe dans la norme sur les écrans de soutènement, la norme NFP 94-282. Il y a juste un nota qui dit, en règle générale, des actions particulières dues au gonflement du terrain ne sont à considérer que lorsque plusieurs conditions sont réunies, présence d'une couche épaisse de sol pouvant gonfler fortement et la présence d'eau. On s'est beaucoup posé de questions au sein du groupe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a vraiment forcément une problématique gonflement dans ce contexte-là? Est-ce que dès qu'on a un sol gonflant, potentiellement gonflant, et qu'on est en présence d'eau, est-ce qu'on a toujours un déclenchement de pression de gonflement? La conclusion, alors bon, ça peut, on sent que ça peut faire réagir, c'était de dire que, en fait, dans le cas des soutènements, on a un déchargement qui se produit majoritairement dans une direction horizontale. On ne peut pas utiliser directement l'essai odométrique, parce que l'essai odométrique, c'est plutôt les essais à paliers successifs ou parallèles, c'est plutôt un déchargement vertical. Donc on considère que ça ne permet pas de caractériser notre phénomène de déchargement horizontal. Et donc toutes les méthodes de calcul qui préconisent de prendre directement la pression de gonflement issue d'un essai un essai par palier successif ou un essai parallèle ne nous paraissent pas directement applicables. Et surtout, en fait, on a très peu de pathologies sur ces soutènements, en particulier les parois moulées. On n'a pas de pathologie, on n'a pas de désordre lié à des problématiques de gonflement. Donc notre avis, c'est de dire que du fait qu'on n'a pas forcément modification de l'hydratation des terrains, lorsqu'on réalise une paroi moulée en mettant de la matonite et donc une formation de cake, on ne modifie pas ou très superficiellement l'état hydrique de notre terrain. Notre réaction, c'était de dire qu'on n'a pas forcément besoin d'appliquer de pression de gonflement, pression verticale de gonflement sur nos parois moulées. Ça, c'est vrai dans le cas des sols saturés.
Alors on voit qu'on pourrait avoir une approche un peu sécuritaire sans rentrer dans des calculs trop compliqués. On pourrait se dire, on se contente de prendre en compte une poussée à K0 à long terme, donc on vient appliquer directement le K0, peut-être dans un calcul soit ELS caractéristique ou ELU. Ça peut être une approche qui est un peu sécuritaire, qui nous considère comme sécuritaire, qui des fois nous semble trop sécuritaire dans le cas où on est à forte profondeur, dans les argiles plastiques à forte profondeur par exemple, on peut avoir des poussées qui sont quand même très fortes sur nos écrans. Donc ça, on a traité un petit peu, alors peut-être un peu rapidement, ce sujet des soutènements. En tout cas, on pense que c'est une approche qui est assez réaliste et qui donne des choses qui sont en accord avec ce qu'on peut observer dans les ouvrages déjà réalisés. Pour les pieux, pareil, pas de pathologie. C'est en France relativement peu pris en compte. Dès qu'on dimensionne des pieux, même si ça traverse des terrains gonflants, on a tendance à pas trop les prendre en compte des faits. On pourrait éventuellement calculer une déformation libre du sol et appliquer une sollicitation dans les pieux liée à cette expansion. Globalement, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on a un peu de ferraillage dans nos pieux, c'est rarement des efforts qui sont très importants. Donc voilà, l'approche était de dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire dans cette problématique-là. Le cas des radiés, lui, est beaucoup plus prégnant. C'est vraiment un cas qui... déjà, on a beaucoup d'ouvrages, dans notre cas du Grand Paris Express, on a pas mal de stations de gare qui sont réalisées avec le radier réalisé soit dans les argiles plastiques, soit dans les argiles vertes. Sur la 15 Sud, on a au moins 3 gares dans ce contexte-là. On a eu un cas il y a quelques années également dans les argiles de Flandre à Dunkerque où le puits de démarrage d'un tunnelier était réalisé avec le fond dans les argiles de Flandre. Ensuite, on sait qu'on a pas mal de pathologies. Il y a pas mal, en tout cas un certain nombre d'ouvrages qui sont connus où il y a eu des articles où il y a eu des désordres dans les radiers, donc à Marseille, à Dunkerque. Comme toujours en France, on publie peu sur les désordres, sur les pathologies, donc on sait qu'il y en a d'autres, mais on n'a pas forcément tous les éléments pour bien conclure là-dessus. En tout cas, on sait qu'il y a des ouvrages, c'est des ouvrages à risque, et que ce phénomène sont amplifiés du fait qu'on est souvent à ciel ouvert, donc on a risque de venue d'eau pendant nos chantiers. On a des méthodes de réalisation qui laissent aussi pendant assez longtemps nos ouvrages, nos fonds de fouilles à l'air libre. Donc voilà, donc le sujet est réel dans ces cas-là. Donc dans cette problématique-là, on a essayé de définir qu'est-ce qu'il faut faire comme type d'essai pour bien caractériser notre phénomène de gonflement, nos soulèvements en fond de fouille. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, les essais odométriques, à l'aide d'odomètres, que ce soit par paliers successifs ou en parallèle, représentent bien le phénomène qu'on va avoir lorsqu'on va réaliser nos ouvrages. On est sur un déchargement vertical, et on a un apport d'eau aussi qui s'opère plutôt dans la direction verticale. Donc on voit que nos essais de gonflement avec une pente et une valeur de pression de gonflement nous permettent de bien caractériser le phénomène. Donc ensuite on a essayé de trouver les méthodes de calcul qu'on pourrait appliquer en essayant d'avoir une certaine analogie dans un phénomène qu'on a appelé phénomène de déconsolidation, à l'inverse du phénomène de consolidation lorsqu'on vient à charger des terrains argileux avec du remblai. Donc on essaye d'avoir ce même type d'approche. Alors on a proposé un certain nombre... il existe un certain nombre de dispositions constructives, et sur chaque disposition constructive, on cherche les méthodes de calcul qui peuvent être utilisées pour dimensionner et valider nos méthodologies, nos dispositions constructives qu'on pourrait proposer dans ce type de contexte. Alors, la première approche souvent qui était retenue dans ce type d'ouvrage, c'était de lutter contre le gonflement, donc soit en mettant quelque chose de très rigide avec un ferraillage assez dense, avec une deuxième approche un petit peu plus
intéressante, c'est d'essayer d'avoir une forme qui permet de mieux lutter aussi contre les pressions de gonflement. Donc, on a un radier contre-voûté. Et ensuite, il faut essayer de trouver comment dimensionner ce ferraillage. Soit on applique directement la pression de gonflement qu'on a obtenue. On arrive souvent des fois à des choses monstrueuses. Si on applique directement le sigma G qu'on a calculé, qui est les résultats de l'essai, des fois on voit que ça ne passe pas, ou alors on a des ferraillages qui sont assez énormes. Donc on a essayé de trouver des approches plutôt en contrainte de déformation qui nous permettent de trouver un point d'équilibre entre la déformation de notre radier et la pression qu'on applique. Donc on a des approches à partir de calculs itératifs éléments finis. On vient appliquer, faire dilater, avoir une expansion d'une couche, de notre couche gonflante. Et par itération, on va essayer de trouver le point d'équilibre, un peu comme les approches méthode convergence-confinement qu'on peut avoir en tunnel. On trouve un point d'équilibre entre la déformation de notre radier et la pression qui est appliquée sur notre radier. Et on s'aperçoit, donc on trace la droite obtenue à partir de la pente de gonflement et de la valeur de gonflement. Donc on peut avoir un résultat de pression de gonflement qui est de l'ordre de 500 kPa. Et on va arriver à un point d'équilibre qui va être, là, dans ce cas-là, qui va être l'ordre de je ne sais plus exactement, mais 300 kPa, donc qui ne sera pas directement la pression obtenue à partir de l'essai de gonflement. Ça, on a pu le tester sur un certain nombre d'ouvrages. Bon, on verra, ça a été utilisé aussi pas mal en tunnel, et ça nous paraît assez représentatif de la réalité. Deuxième solution, qui est un peu la solution de facilité, entre guillemets, c'est de laisser un vide sous le radier. Donc là, on n'a plus besoin, on se pose moins de problématiques de dimensionnement. On vient laisser un vide, donc un vide sanitaire sous notre radier, donc soit à l'aide d'un biocoffrat, soit on peut également, il y a des techniques qui sont proposées actuellement de mettre du sable et ensuite venir enlever le sable par pompage. Donc on a un espace libéré entre le radier et le sol et qui laisse une libre déformation du sol. Il faut qu'on laisse l'espace suffisant pour que le sol puisse se déconfiner. Mais à partir du moment où on a suffisamment d'espace, le radier ne reprend plus d'effort. Il doit bien sûr être dimensionné pour travailler en console, mais d'un point de vue calcul, c'est sans doute plus facile. Et on se pose moins de questions. Troisième solution, c'est d'ajouter une couche fusible avec des matériaux compressibles, par exemple du polystyrène. Ça, c'était une solution qui avait été utilisée sur le métro du Caire, sur des stations du métro du Caire. Une partie des déformations est encaissée du fait de la forte déformabilité du matériau. Alors là, on n'a pas encore complètement abouti sur les méthodes de calcul. Il y a des propositions qui sont faites. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est quelque chose qui est aussi utilisé et le mécanisme se comprend bien. Quatrième méthode qui rejoint un peu la première, c'est d'ancrer le radier. Donc pareil, de lutter contre la pression de gonflement et d'accrocher notre radier à des terrains qui peuvent reprendre cette sous-pression, un peu comme une sous-pression hydraulique. On vient mettre des barres d'acier dans notre sol qui reprennent cette pression. Alors on voit que ça conduit à des choses quand même assez compliquées d'un point de vue pratique et c'est des fois très lourd et assez coûteux. Mais c'est quand même été utilisé relativement récemment, par exemple, sur un ouvrage de la LGV Sud-Est, Sud-Europe Atlantique. Dernier cas, les travaux souterrains. Donc on a aussi pas mal d'ouvrages. Alors là, j'ai mis des photos d'ouvrages en méthode traditionnelle où on voit le front. Donc on a des extensions de lignes, extensions de stations existantes sur la ligne 11. On est dans les argiles vertes. Sur la ligne 15, on a pas mal d'ouvrages. On va réaliser des rameaux dans les argiles plastiques. On a les tunneliers qui vont traverser sur des linéaires relativement importants ces argiles. Donc comment prendre en compte ce gonflement alors que là, on a quelque chose qui est assez rigide. Quand on est au tunnelier, on vient mettre un revêtement directement avec des voussoirs, donc on a quelque chose qui est assez rigide. Comment prendre en compte cette pression de gonflement? Et là, pareil, on a proposé une méthode qui est assez analogue à celle qu'on a proposée pour les radiers, avec une approche en contrainte de déformation, en faisant dilater une couche
soit directement sous le radier si on considère que le gonflement est provoqué uniquement en partie inférieure de notre tunnel. On fait dilater notre couche et on va de la même manière trouver un équilibre entre la pression et la déformation du revêtement. On a d'autres méthodes d'autres procédés dispositifs constructifs qui sont utilisés. Alors, peu en France, hein, on rencontre ces types de méthodes où on vient ancrer notre radier est relativement assez peu fréquent. Bien sûr, on peut travailler sur la forme. On peut également mettre un vide sanitaire, un vide entre le sol et le radier. Et puis, on peut également mettre des dispositifs compressibles. On a des méthodes qui cumulent un peu les trois derniers principes, hein, le vide sanitaire, les ancrages et des matériaux compressibles. On voit ce que ça peut donner. C'est quelque chose qui est très très compliqué à faire. Ça a été mis en place sur un tunnel en Suisse. Alors je ne sais pas trop sur quel linéaire, mais je n'ose pas imaginer le coût de ce type d'ouvrage. Mais bon, voilà, ça existe. Ça a été mis en place sur certains chantiers. Ce qu'on s'aperçoit également, c'est qu'à part les pathologies qu'il y a pu avoir sur certains tunnels dans le gypse ou dans les anhydrites, globalement, dans les argiles, il n'y a pas eu de gros, je pense, à ma connaissance, beaucoup de gros désordres en tunnel ces dernières années. Donc voilà pour conclure sur cette approche-là. J'espère que je n'ai pas trop dérapé en timing. Cette problématique de prise en compte des terrains argileux, ça peut avoir un très fort impact sur le dimensionnement de nos ouvrages et avec des coûts assez importants derrière. On a bien senti qu'il n'y avait pas de méthodologie qui était clairement bien définie pour tous ces différents ouvrages. Peu de normes, peu de recommandations, que ce soit pour les soutènements ou pour les tunnels. L'importance de bien clarifier les essais, les procédures d'essai, parce que vraiment ça part dans tous les sens. Dans les laboratoires, on a vraiment des choses très différentes, avec des interprétations qui conduisent à des rapports de 2 voire ou 3 sur les pressions de gonflement. On voit des choses, dans les argiles plastiques, on a des pressions de gonflement qui peuvent aller jusqu'à 2 MPa, qui varient entre 200-300 kPa à plusieurs MPa. Alors, quand on prend 2 MPa pour dimensionner un radier, ça donne des choses assez monstrueuses. Et donc, essayer de proposer des approches de calcul pragmatiques, robustes. On ne veut pas avoir, bien sûr, de problèmes dans quelques années sur nos radiers. Et on sait qu'on a quand même des incertitudes à bien quantifier ce problème-là, mais sans forcément conduire à des choses trop coûteuses et trop surdimensionnées. Je vous remercie.